il y a eu, dès le mois de février, effectivement, un article qui est paru dans le Lancet qui a établi que dire que envisager que le virus puisse provenir de travaux de laboratoire et qu'il ne soit pas complètement naturel, mais qu'il ait été en gros travaillé ou quitté, et ben ça c'était une théorie du complot. Et ça c'est un article qui est paru dans le Lancet, qui a été signé par 27 scientifiques de renom international et qui a été vu comme une sorte de une sorte de consensus, alors qu'en fait cette lettre, comme je le racontais dans mon livre, elle a été faite par une personne qui s'appelle Peter Daszak et qui est quelqu'un qui dirige une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui fait de la recherche de virus en fait dans les qui cherche à détecter des virus pour anticiper les prochaines pandémies ou de voir les virus qui peuvent être émergents. Il a aussi initié la lutte contre les SARS de chauve-souris, il me semble. La lutte contre les SARS issus de chauve-souris. C'est pas tant qu'il y a une lutte, c'est qu'ils... Non, ils ont découvert, c'est pas que lui, c'est plutôt d'ailleurs les Chinois qui ont découvert que les chauves-souris étaient à l'origine des coronavirus de type SARS, suite au SARS-CoV-1. Et ça a mis des années, mais c'est Zheng Liqi, la scientifique vedette du laboratoire de Wuhan, et qui travaille avec Peter Daszak en collaboration depuis plusieurs années, et notamment ces dernières années. Et en fait, c'était très malvenu parce que Peter Daszak, donc, qui est en fait le collaborateur du laboratoire de Wuhan, avec qui ils font des travaux qu'on appelle de gain de fonction, de modification des virus pour les rendre capables de sauter des barrières d'espèces ou alors d'accroître leur contagiosité ou leur l'infectiosité. Eh ben, cette personne qui en fait travaillait sur des virus qui peuvent être typiques, celui qui est sorti, SARS-CoV-2, eh ben, il va dire que en fait c'est impossible que dire que ça pourrait venir d'un laboratoire comme ça, c'est une théorie du complot. Et en fait, c'est une pure manipulation c'est pour se protéger de cette personne. C'est pour discréditer cette hypothèse qui en fait pointait lui et ses amis. Et il a quand même bien manœuvré parce il a donc fait ce papier qui a tout de suite été repris dans les journaux du monde entier. C'est devenu un peu la référence. Enfin, il y a eu une référence scientifique qui était un mois après, mais par une équipe qui est plus ou moins proche. Mais lui, c'était l'idée qu'en fait, oui, c'était classé complotiste, en fait. Classé complotiste, cette hypothèse. Et il a ensuite été il est devenu le responsable du groupe de recherche, de la task force du Lancet sur l'origine du virus. Il est devenu en fait l'expert numéro 1 un peu sur cette recherche, alors qu'en fait, il a tout fait pour empêcher une piste. Et il a été ensuite à l'OMS, il est devenu l'expert de l'OMS. Et donc même, moi j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, c'était à l'automne 2020. Et je me rappelle, était sorti justement un site américain qui s'appelle USRTK, avait sorti des emails, parce que là-bas ils font des FOA, je crois que ça s'appelle, l'accès aux données, donc ils peuvent récupérer, en faisant une demande officielle, ils peuvent récupérer des mails sur des sujets qui posent question. Et donc, ils avaient récupéré pas mal de mails. C'était des mails qui étaient au sein du service de Fauci, Anthony Fauci. Hein, non. Là, c'était les mails de Peter Daszak. Ils cherchaient justement, parce qu'ils avaient vu que Peter Daszak était là-dedans, donc ils avaient récupéré tous les mails de Peter Daszak. Et on voyait qu'en fait, il avait intrigué pour faire ce papier, et que en fait, il voulait pas trop qu'on voit que ce soit lui. Donc ça, c'était écrit dans les mails. Et ça, c'était dans les mails qui montraient. Et tout ça... C'était sorti, à peu près au moment où j'ai commencé à enquêter. Donc, ça a tout de suite été la matière assez forte. Et en France, personne n'en parlait. Et personne n'en parlait à peu près nulle part. Et c'était choquant, en fait, de voir que ça sortait en octobre, novembre, je crois. Et que 3 mois après, cette personne était l'expert qui était le plus en vue presque. Parce qu'en plus, il parlait beaucoup. Il aurait pu se mettre d'un peu discret, mais pas du tout. À Wuhan, c'était lui qui parlait, il tweetait toute la journée. Il parlait beaucoup aux journalistes. Et c'était quand même assez choquant de voir qu'une personne qui avait en fait... comment dire, avait manœuvré, avait intrigué pour discréditer une hypothèse.
Et il était l'expert en vue. Et aujourd'hui, il est devenu quoi? Parce que est-ce qu'il est toujours actif à Wuhan? Il est plus, non, il est plus actif à Wuhan. Il est toujours aux États-Unis. Bah alors, aux États-Unis, depuis, il a quand même été plus sur la sellette. Hein, donc, il y a quand même ce sujet est beaucoup, on va dire, plus traité qu'en France. En France, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de discrétion sur ce sujet. Et on va pas trop, justement, sur tout ce qui est un peu scandaleux, avec, ben, il y a toute l'histoire de Peter Daszak, mais il y a aussi cet autre papier, là, où là, ça ramène plus à Anthony Fauci, mais cet autre papier qui était paru dans Nature Médecine, par Christian Andersen, notamment, qui était le premier auteur, et qui, lui, disait que, en fait, le SARS-CoV-2, c'était sûr que c'était naturel, il avait rien d'un virus travaillé, et donc qui était plus, alors que la tribune de Daszak, c'était une question de principe, en fait, là, ça se voulait plus un papier scientifique, mais qui, en fait, était quand même qu'un papier d'opinion, ils apportaient pas de données nouvelles. Et ce qui a été vu et qui a posé justement problème aux États-Unis, c'est qu'en fait, les auteurs de ce papier, ils avaient fait une réunion avec Anthony Fauci à la fin du mois de janvier. Et en fait, eux, ils voyaient qu'il y avait notamment une partie du virus qui est ce qu'on appelle le site de clivage à la furine, qui est une zone particulière du virus qui lui donne sa grande capacité d'infection. Et Christian Andersen et d'autres personnes qui étaient en train d'échanger avec notamment Anthony Fauci, il trouvait que ça sentait pas naturel et que voilà, il disait genre 60% qu'il n'est pas naturel, 40%. En tout cas, la question se posait, était vraiment une question légitime. Et puis après cette réunion, ils ont fait cette réunion et puis après finalement non, ils ont créé un papier qui disait que en fait non, il y a. Et donc voilà, donc ça a posé des questions. Pourquoi ces chercheurs se sont retournés comme ça? Est-ce qu'il y avait des liens entre Anthony Fauci, Peter Daszak et Ils se connaissent. Après, Peter Daszak, il a plus agi un peu, lui. Hein. C'était pas pour sauver ses fesses, mais... Parce qu'il s'était fait interdire de faire ses recherches aux États-Unis, non? C'est pour ça qu'il est allé les faire en Non, Chine. c'est pas ça. Il y avait eu un moment, il y avait eu un moratoire sur les recherches sur les gains de fonction aux États-Unis. Et donc, il y a eu un peu un contournement de ce moratoire. Alors, pas que par Peter Daszak, mais Peter Daszak, en fait, il mettait en contact... les Chinois qui eux avaient déjà un savoir-faire correct, mais surtout une collection de virus, la plus grosse collection de virus. Et c'est le pays où ils trouvent beaucoup de SARS. C'est eux qui avaient découvert les origines du premier SARS, et voilà, notamment par toutes ces virus de chauve-souris. Et Peter Daszak, lui, il était aussi proche aux États-Unis de Ralph Baric, qui est le pape un peu des coronavirus de synthèse, des travaux de gaz-fonction là-dessus. Et donc, il a mis aussi un peu les deux en contact. Et ils avaient des projets ensemble. Et notamment, il y avait un projet que Peter Daszak s'était bien gardé de dire qu'il avait, quand il allait dire que c'était complètement aberrant, que c'était une théorie du complot, de penser qu'un virus travaillé soit sorti d'un laboratoire. Alors qu'en fait, il avait un projet qui s'appelait le projet Diffuse, avec justement Ralph Baric et Zheng Liqi et le laboratoire de Wuhan, qui en fait prévoyait d'aller chercher un virus dans la nature qui est un site de clivage à la furine. Il cherchait ça parce que c'était quelque chose qui pouvait représenter un virus dangereux. Et il disait que si on ne le trouve pas, on en mettra un, on en insérera un pour voir ce que ça fait. Et il se trouve que le SARS-CoV-2 a ce site de clivage à la furine et il correspond typiquement en fait au virus qu'il cherchait ou qu'il voulait fabriquer. Et donc, voilà, ça en a rajouté. Donc, c'est pas des preuves que ça a été fait. Mais en tout cas, c'est des éléments qui montrent que c'est un sujet qui est très légitime et qui devrait être investigué, qui aurait dû mieux l'être et qui a été, longtemps discrédité. Et c'est toujours pas, aujourd'hui, un sujet qui est traité de manière sereine, on va dire. Et pourquoi faisait-il ces recherches sur les gains de fonction, à quel but? Parce qu'on a parlé beaucoup dans certains milieux, on parlait d'armes biologiques. Ouais, non, mais ça c'est beaucoup de extrapolation, de fantasmes. Je sais pas, j'ai lu un passage du livre de Robert Kennedy qui est là-dessus, sur l'arme biologique. Franchement, moi je vois rien de convaincant. Il n'y a pas d'éléments tangibles. Non, il n'y a rien de tangible. Tout ce qui parle de Ralph Baric, tout ça, c'est très monté des choses en épingle, mais il n'y a pas de...
Moi, je sais que quand j'avais fait mon étude sur les gens qui connaissaient les armes biologiques, ça correspond pas. Le SARS-CoV-2, ça correspond pas du tout à une arme biologique. Bah déjà, une arme biologique, si vous voulez faire ça, faut que vous ayez une antidote. Et un virus comme ça, extrêmement contagieux, qui va attraper tout le monde, même si dès qu'on avait des vaccins, les vaccins ne sont pas forcément On en reparlera. le mirobolant. Et puis, en tout cas, voilà, ça correspondait pas. Il y a pas grand-chose qui laisse penser à une arme biologique. Par contre, ce qu'il faisait, et ça, ce qui était officiel, c'est qu'en fait, il cherchait à anticiper. En fait, il y a un côté, certains pourraient dire apprenti sorcier, c'est d'anticiper la nature, de voir, anticiper les prochaines pandémies, et donc de trouver quel serait le virus qui arrive, quel serait le virus qui serait vraiment dangereux, qui peut faire des dégâts, qui va être très infectieux. Et une fois qu'on a trouvé ce virus, de faire des vaccins. Donc en fait, l'idée, c'est de faire des vaccins, du virus qui pourrait venir. Et d'ailleurs, il y avait même l'idée, que je ne sais pas si elle est aujourd'hui exclue, mais c'est que même que le SARS-CoV-2 était un vaccin en work in progress, que c'était un travail sur un vaccin qui n'était pas terminé, un vaccin atténué, vivant atténué, ça pourrait être le cas, ça pourrait ressembler à ce genre de travail. Luc Montagnier en parlait d'ailleurs. Luc Montagnier, lui, il pensait que c'était un vaccin contre le sida. Et alors, il avait ce truc de dire que voilà, il y avait ce qu'il avait vu 4 petits bouts de séquence qui ressemblaient, enfin qui étaient identiques à un virus du sida. Bah, c'était aussi, moi je pense que notamment j'avais contacté personne avec qui travaillait, Pérez, qui est très compliqué, Jean-Claude Pérez, qui est impossible à interroger. En fait, il répond jamais aux questions et qui c'était pas très, il était très affirmatif, Montagnier, alors qu'en fait, non. D'ailleurs, Étienne de Crolly et d'autres chercheurs ont montré que les morceaux qui étaient des morceaux du VIH, exactement les mêmes, étaient trouvés dans des virus des coronavirus. Donc on pouvait les trouver dans la nature, c'était des tout petits morceaux. Donc il n'y avait rien de décisif qui montrait. Mais c'est vrai que Luc Montagnier parlait et ça c'était peut-être pas. Ouais, en fait, lui, il pensait que c'était pour il créait un vaccin sur le sida. Donc ça, c'est toujours pas exclu comme hypothèse. Bon, le vaccin sur le sida, mon avis, c'est aussi à peu près. Non, mais sur un vaccin, mais un vaccin, par contre, c'est le laboratoire de Wuhan travaillait sur un vaccin. Il cherchait à faire un vaccin qui s'appelait le Pankov, qui est le vaccin. C'est un peu le Graal du vaccin coronavirus. Comme il y en a qui cherchent le Pangrippe, c'est un vaccin qui soit valable pour toutes les souches, pour tous les variants. Et c'est un peu le rêve qu'on cherche pour la grippe, mais un rêve qui est un peu vain, notamment Simon Wynne-Hobson me disait, qui est un virologue de Pasteur, c'est vraiment quelque chose de sorte de mythe et qui est un alibi aussi, un alibi pour pouvoir faire des recherches dangereuses, parce que pour dire on va trouver le vaccin qui va sauver toutes les grippes, du coup on va créer des grippes dangereuses, et c'est ce qui avait été fait avec au début des années 2010, avec un Hollandais qui s'appelait Ron Fouchier et un Américain au nom japonais, dont le nom m'échappe, mais qui avait au même moment fait des gains de fonction sur un virus de grippe aviaire qu'ils avaient rendu très infectieux et qui était un virus très mortel. Et là, ça avait été vu comme, oui, on a créé un virus qui peut faire une catastrophe. Et c'est ça qui avait lancé une polémique sur justement la pertinence de faire ces expériences, et qui avait conduit, après qu'il y ait aussi des accidents un peu, mais pas sur des gains de fonction, mais sur des accidents de laboratoire, Obama a décrété un moratoire qui a été entre 2014 et 2017 pour empêcher que ces recherches soient financées aux États-Unis. Et en même temps, du coup, c'est ce qui a un peu développé la coopération américano-chinoise, parce que pendant ce temps-là, Raj Barik notamment et Zheng Liqi ont fait des gains de fonction et ont publié même en Chine. Et ça a été un peu, oui, il a peut-être déjà peu travaillé avant, mais ça a été un moment important pour renforcer la collaboration franco-chinoise sur ces travaux-là, quoi. Et aujourd'hui, alors le livre est sorti en 2021, et aujourd'hui, voilà, 3 ans après, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux venant à l'appui de cette hypothèse, donc de la fuite de laboratoire ? Des éléments nouveaux matériels. Ce qui est tombé depuis mon livre, c'est cette découverte du projet Diffuse, hein, où on s'est rendu compte que voilà, il y avait un projet qui était qui avait été demandé au DARPA, à l'agence
de la recherche américaine militaire. C'est pas pour ça que c'est pour faire une arme, mais ils peuvent financer aussi des choses. Et il y a aussi une idée de militaire, c'était de faire justement des vaccins, parce que la biodéfense, c'était d'abord en fait de faire des vaccins pour les militaires qui vont sur des opérations, dans des théâtres d'opération où ils peuvent attraper des trucs. Donc c'est ça aussi, c'est pas forcément une arme, c'est de faire des vaccins, c'est pour aussi se protéger contre d'éventuels, y compris pour des militaires. Mais en tout cas, ils avaient proposé ce truc qui n'a pas été accepté. Mais c'est pas parce qu'un projet n'a pas été accepté qu'il n'est pas fait dans d'autres conditions. Et du coup, mais qui était un projet qui en fait était typiquement qui cherchait exactement le virus qu'on a trouvé. Donc ça a amené des éléments à faire croire que ça pouvait être ça. Après, on n'explique toujours pas le virus, on n'explique pas comment il est fait. Mais l'autre hypothèse est aussi toujours crédible. C'est pas exclu que ce soit un virus soit venu naturellement. Et dernièrement, alors on a découvert sur le marché qu'il y avait des virus. Mais ce que je remarque, c'est que quand il y a un point qui va un peu en avance pour la théorie naturelle, c'est très relayé. Et notamment en France, on a vu ce dernier papier là qui est sorti, qui en fait apporte à peu près rien hein, de nouveau. Mais vous pouvez avoir des articles, là, ça y est, l'hypothèse naturelle est confirmée, tout ça, ça y est, c'est une grande découverte. Alors que quand vous avez des choses comme diffuses ou qu'on voit plein de manipulations qui ont pu être faites et des choses pour discréditer en fait cette hypothèse et que ça sort et notamment tout ce qui sort aux États-Unis, c'est assez marrant parce que aux États-Unis il y a des débats au Congrès, il y a des commissions d'enquête qui font du bruit quoi et ça c'est marrant parce que c'est jamais relayé en France. Il y a à peu près jamais quoi. Il y a Jeffrey Sachs qui en a parlé. Jeffrey Sachs qui a beaucoup retourné parce que lui, il était. Parce que lui, c'est quelqu'un de très crédible. Voilà, puis Jeffrey Sachs, justement, lui, il a été un peu. Il a estimé s'être fait abuser par Peter Daszak parce que Jeffrey Sachs, il était le responsable de toute la commission Covid-19 au Lancet. Et il avait confié la task force origine du virus à Daszak. Et donc, il avait cru, Daszak, qui disait non, si c'est une théorie du complot, de dire que. Et quand le projet Diffuse est sorti, ça c'était un peu après mon bouquin, il a été. Mais il a eu l'impression de s'être fait rouler dans la farine, en fait. Et du coup, il s'est impliqué là-dedans et il est devenu très partisan des défenseurs de l'hypothèse du laboratoire, qui lui, je pense qu'il la croit, il croit à ça. Et donc il a amené, si aux États-Unis, il a contribué à crédibiliser un peu ça parce que c'était une référence. Il y a eu une enquête républicaine aussi, non? Oui, c'est ce que je disais, c'est au Congrès, donc c'est ça qui fait que c'est assez, ça fait les gros titres aux États-Unis. Après, le souci aussi avec une enquête au Congrès, c'est qu'il y a la politique qui rentre là-dedans, donc ça peut être aussi les républicains contre les démocrates. Mais il y a quand même une commission d'enquête qui est bipartisane et qui fait que, vous avez par exemple Daszak, il a été auditionné, vous avez l'équipe de Christian Andersen qui a été auditionnée pour leur demander pourquoi vous avez changé d'avis comme ça. Et Anthony Fauci qui a été auditionné, donc là-bas, c'est beaucoup plus sur la place publique, quoi. Et notamment, surtout, parce que tout ce qui tourne autour du Congrès, c'est beaucoup quand même comment est-ce qu'on a mis de côté la piste du laboratoire, quoi.